Tu payes, tu manges comment, tu vis comment. Tu mets comment tes enfants à l'école. Tu es malade, tu te soignes comment. Mais quand on dit qu'on a fait des centres d'hôpital, des centres de guérison, des centres de trucs, il faut toi-même te soigner dans ton pays. Et matin, midi, soir, plus tu es là-bas, matin, plus tu es là-bas, tu dis que tu es en train de te soigner. Merci pour les fleurs. Tu dis que tu es en train de te soigner. Mais quelle est la vie de l'Ivoirien aujourd'hui sous le président, sous le règne du président Alassane Ouattara, Draman Ouattara? Quelle est la vie aujourd'hui de l'Ivoirien? Je ne veux pas vexer les autres pays aux alentours, mais nous on sait que dans les années 60, les années d'Oufoué, la Côte d'Ivoire était l'Eldorado. Tout le monde venait se chercher là-bas. C'est en cela qu'on dit Ivoirien n'aime pas travailler, Ivoirien c'est un bureau. Mais aujourd'hui c'est quoi? Dites-nous. Donc là où nous sommes là, le président Laurent Gbagbo est en train de donner ses dernières énergies, sa dernière force. Tu es conscient, il ne parle pas d'affaires de BT ou bien Djoula, non. Si tu es conscient, tu es ivoirien, que tu veux un changement vrai, il faut lui tendre la main. Il faut lui tendre la main, il faut aller au meeting, il faut te réveiller, il faut passer à autre chose. Parce que la vie là, on est né pour avancer et non pas pour reculer. Sans oublier les dettes qu'on a. Sans oublier les dettes qu'on a. Vous voyez un peu. Bon, un pays qui est riche comme la Côte d'Ivoire, je peux comprendre qu'on peut prendre des dettes au début parce que là, après la crise, on avait fait tout. Mais 15 ans après, normalement, quand on prend une dette, c'est pour créer une richesse. Quelle est la richesse que les dettes ont créée? Zéro. Ça, c'est un point à côté. Pour venir au pouvoir, vous avez dit qu'on ne vous aimait pas parce que vous êtes du Nord. Mais vous êtes venus là. Ça a divisé tous les peuples. Il y avait des alliances, tout a été brisé. Vous êtes venus là. Quelle est la paix que vous avez instaurée? Zéro. L'Ivoirien ne peut pas parler à son frère du Nord, de l'Ouest. Vous n'avez rien fait pour les Ivoiriens. On ne parle pas des ponts superficiels. Est-ce que quelqu'un meurt avec projet ou bien on meurt avec maison? Non. Mais quand le pays est divisé, que tu fais tout pour venir au pouvoir, mais il faut réunir ce pays-là. Ah, Adolphe est là. Okay. Il se prend, Adolphe est là. Ok, j'ai muté mon micro. Non, vas-y, il cherche une place d'abord. Ok. Non, tu vas laisser quelqu'un intervenir, puis tu connais. Moi, je suis là où? Moi, je vais laisser ma place. Hein. Je laisse ma place après mon solution. Merci. Merci, Koudou. Merci, Koudou. Merci, Koudou. Merci pour les fleurs, merci. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît, sinon, c'est pas bon. Et puis, oui, il y a Youssouf Zongo qui va arriver tout à l'heure, il va venir. Comme on parle, comme on est en train d'affaire les bidons, il sera là tout à l'heure, on va parler de ça. Voilà. Il va dire dans 10 minutes ou 20 minutes, il sera là. Vas-y, Adolphe. Adolphe, tu es prêt? Termine. Ouais, vas-y. Allez. Merci, Canadien. Ouais, sécuriser Adolphe, vas-y. Alors, vas-y, tu peux lire. Je termine le dernier paragraphe là. Ok. Merci pour les cadeaux. Je vais vous montrer un peu, les gars. Je vais vous montrer un paragraphe là où je vais terminer là. Excusez-moi. Et voilà. Je reprends la partie là. C'est tout simplement parce qu'elle a ma confiance par son ardeur au travail, son efficacité, mais surtout sa discrétion, car elle a travaillé avec moi dans bien de domaines que je ne peux vous dévoiler maintenant. Retenez seulement que c'est elle qui gère mes biens immobiliers à travers le monde entier. J'ai même fait d'elle mon homme de confiance. Voilà pourquoi elle bénéficie de tant de faveurs auprès de moi. Même vu mon âge beaucoup avancé et mon état de santé qui ne fait que se dégrader, je vous demande d'ouvrir les yeux, d'ouvrir grand les yeux sur elle, car c'est une espionne de haut niveau. Elle a toujours su se donner les moyens qu'il faut pour atteindre son objectif. Souvenez-vous que pour permettre à Ouattara d'être le gouverneur de la BCEAO, elle a éliminé Fadiga par empoisonnement. Elle a usé également des mêmes moyens pour faire disparaître Bamaba Moussa, mon ancien ministre de l'Éducation nationale qui était aussi son amant, afin qu'elle puisse librement épouser Alassane. Bien que je sois à ce mariage entre elle et Ouattara, je leur donnais tout de même ma condition. Remarquez que ce mariage faisait partie du plan de destruction de la Côte d'Ivoire. D'où ma réticence. Car il fallait que Ouattara bénéficie d'une solide formation politique, laquelle formation il ne pouvait trouver à mes côtés, puisque étant marié à mon homme de confiance. C'est alors que, dans le cadre du programme d'ajustement structurel et de relance économique en Côte d'Ivoire, sur recommandation personnelle du président François Mitterrand et le G7, je nomme Ouattara comme président du comité interministériel le 18 avril 90. Il est bon de signaler, dans le cadre de ce programme, Ouattara va travailler en étroite collaboration avec Daniel Corona-Duncan, car Duncan avait déjà travaillé avec Alassane à la BCEAO. C'est lui qui a formé Ouattara quand il faisait ses premiers pas dans cette institution. Voilà pourquoi le FMI a exigé sa collaboration. Il est plus aguerri qu'Alassane. Ainsi, dans le cadre de ce programme, Ouattara passa au point déterminant de sa mission de destruction de la Côte d'Ivoire, et moi avec.
c'est la naissance de police des banques de l'UEMOA. Cette structure avait pour objectif de geler tous mes avoirs pendant 6 mois. Le transfert des fonds était bloqué en Côte d'Ivoire. Il n'y avait ni export ni import d'argent en espèces. Même le citoyen ne pouvait recevoir ni faire partie de l'argent. Toutes les issues étaient bloquées. C'est pour contourner cette énorme difficulté que j'acceptais, sur recommandation du G7 et des institutions de Bretton Woods, de nommer Ouattara comme Premier ministre en novembre 90. Que pour mieux le contrôler, retenez que toutes les fois que j'ai nommé Ouattara à un poste stratégique, j'ai toujours pris mes dispositions à la BCAO. Chaque colon banni, Ivoirien authentique était son adjoint, avant d'en être le gouverneur maintenant. Maintenant qu'il est Premier ministre, j'ai modifié l'article 11 de notre Constitution en faisant du président de l'Assemblée nationale Bédier comme président de plein droit de la Côte d'Ivoire, au cas où la mort m'emportait. Je pose tous ces actes rien que pour éloigner sur un porteur du pouvoir politique, vu qu'il n'est pas ivoirien. Il vous appartient de faire en sorte qu'après ma disparition, la Côte d'Ivoire puisse toujours subsister à cet imposteur, car il emploiera les moyens pour y arriver à ses fins. Offrir la Côte d'Ivoire à Mitterrand et au G7, voilà qui est réellement Alassane Ouattara. Notez bien, Alassane Dramane a été élevé ensemble avec son demi-frère Tigui Ouattara, ex-champion de boxe en 1963 en Haute-Volta. Il est le premier fils de Tabili Ouattara, l'arrivée de la mère d'Alassane Dramane Ouattara. Les demandeurs de Phoenix du 9 au 15 décembre 2002. Merci. Le commentaire pour certains. Merci mon frère. Merci. Il y a Sojuan qui dit l'émotion. Sojuan, va dire pour la motion. Est-ce qu'il peut mettre en grand le truc, le journal qu'il a lu, le conso va faire capture pour aller chercher aussi. Merci bien. Tu vas, s'il vous plaît, tu tapes les données confidence de Fouet. Tu vas voir ça. C'est pas un truc. Merci aussi. C'était là ma motion. Merci. Vas-y. C'est bon, tout le monde. C'est bon? Si vous n'avez pas d'émotion, on va passer vite, non? On va passer à la vitesse supérieure. Si, comment on appelle ça? Comment il s'appelle là? Sur les révélations de Badoufé Ibrahim. Tu es prêt, Adolphe? Personne n'a d'émotion, voilà, sur cette story, personne n'a d'émotion. Hein? Enfin, c'est juste une petite motion. En fait, pour dire simplement, pour rebondir sur la question du candidat de l'étranger, en 1 minute, je me rappelle très bien, avant la crise de 2011, j'étais encore à Abidjan, où le président Laurent Gbagbo a dit, il arrivait un moment où vous ferez la distinction entre le candidat de la Côte d'Ivoire et le candidat de l'étranger. Je vais revenir sur ce sujet en convoquant un peu l'histoire. Je dis, mais comme c'est une motion, je tiens à dire simplement que nous sommes dans la même phase que 2011, où nous étions face à un choix décisif. Le président Laurent Gbagbo, contrairement aux autres, qui pose toujours des actes politiques, lui, il pose des actes historiques, si vous remarquez. Et donc, chaque fois qu'il sort, c'est toujours un enseignement. Et c'est à nous de tirer, je veux dire, de décortiquer ce qu'il dit pour affûter, je veux dire, les armes par rapport au combat. Donc, je m'arrête là, je reviendrai pour développer un peu. Merci. C'est bon, il n'y a plus d'émotion? Merci, tiens, About. Il n'y a plus d'émotion? Je fais une motion rapide. Vas-y. Voilà, je fais une motion rapide. Et je m'appuie également sur ce que le frère Adolphe a lu et sur l'intervention du Tché tout à l'heure. Quand le Tché disait tout à l'heure que les gens pensent que on est dans une démarche où on n'aime pas Alassane parce qu'il est du Nord ou quoi que ce soit, c'est n'importe quoi. C'est leur interprétation de la situation. C'est ce qu'on leur a mis dans le crâne pour qu'ils puissent se joindre au combat d'Alassane, pour qu'ils puissent accéder au pouvoir. Mais la vérité est là. Parce que même dans le texte que Adolphe vient de lire, on nous montre déjà que c'est quelqu'un qui respectait pas les lois qui étaient déjà définies en Côte d'Ivoire, qui ne respectait même pas les documents que lui-même s'est attelé à signer vis-à-vis du président Houphouët-Boigny. Parce que dans le document que Adolphe a lu, il a signé ce document-là qui disait qu'il venait pour un travail spécifique et qu'il n'avait pas autorisation de s'ingérer dans la politique ivoirienne. Ça, déjà, il n'a pas respecté. Donc, c'est partant de ça. Et sachant qui l'a envoyé, pour quelle mission, c'est pourquoi il se permettait depuis de fouler du pied toutes les lois qui régissent notre État. C'est à cause de ça que nous, on se dresse devant lui. Quelqu'un qui ne respecte pas nos lois, il ne va pas nous respecter, nous. C'est-à-dire que tu ne respectes pas nos lois, tu ne vas pas nous respecter. Et c'est ce qui se passe. Il ne nous respecte pas. Aujourd'hui, il dit un truc, demain, il dit le contraire. Voici même, je prends un exemple simple pour chuter. On sort même de la Côte d'Ivoire. C'est le même qui disait hier qu'il fallait une cour africaine pour juger
pour qu'on puisse faire nos propres jugements sur nos têtes, de ce qui va se passer chez nous et tout. Il était même adepte de cette cour-là. Il en a même fait la promotion quand il était sur le parrain de l'Élysée et tout. Il arrive en Côte d'Ivoire, cette cour-là prend les décisions, et le même là vient nous dire, cette cour-là, les décisions sont nulles et non avenues, et que la Côte d'Ivoire va pas les appliquer. Vous voyez un peu le genre de personne qu'il est. Et c'est depuis le temps d'Oufoué qu'il a commencé déjà cette démarche. C'est ce qui fait que des gens comme le président Laurent Gbagbo, qui sont attachés à la loi, se sont dressés contre lui. On dit c'est parce qu'il est du Nord, il est ceci, cela. Non, c'est pas ça, les frères. C'est parce que c'est quelqu'un qui respecte pas les lois qui régissent notre État. Et quand quelqu'un qui se comporte ainsi ne va pas respecter les citoyens dans ce pays-là, il va pas respecter, il respecte personne. Voilà pourquoi il se permet de casser les maisons des gens et tout. Tout ça, c'est depuis longtemps. C'est depuis longtemps. C'est de ça qu'on vous parle, c'est ça qu'on essaie de vous faire comprendre. Je sais que quand on parle comme ça, on prêche un peu dans le désert parce que vous êtes déjà gamés, mais bon, on verra bien ce qui adviendra. Merci, camarade. Alors, tu es prêt? J'ai une motion. On va suivre Padjoufé maintenant. Oui. Vas-y, donne ta motion. Waraba. Parce que je ne sais pas si certains ont écouté un peu l'interview de Ronald Flogo. Flogo qui disait ceci. Et je cite, il dit que au soir, c'est-à-dire en 93, lorsque Oufou est décédé, mais ce même type, M. Ouattara là, a entrepris encore une démarche pour pouvoir violer la constitution ivoirienne. Il voulait s'entendre avec Flogo pour s'accaparer du pouvoir. Ce que Flogo n'a pas accepté, parce que Flogo était attaché à la loi, et Flogo a dit, voici ce que notre constitution dit. Monsieur Ouattara, je ne suis pas d'accord avec toi. Ils sont restés au téléphone pendant 2 heures du temps. J'ai même l'interview ici. Vous voyez, c'est pour dire que monsieur Ouattara, on ne s'attaque pas à sa personnalité, mais on s'attaque à sa démarche politique. C'est ce que je veux faire savoir à ces militants-là. On s'attaque à sa démarche politique. Il n'a pas une bonne démarche politique qui peut véritablement faire avancer sa population ou disons même l'Afrique. Et c'est cette démarche-là qui ne plaît pas aux Africains et qui ne plaît pas aux Ivoiriens. Parce que où il est là, ce sont ses intérêts personnels qui priment. Tout comme sa femme, Dominique Ouattara, qui ont toujours entrepris de mauvaises démarches jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter pour le moment, quoi. Merci. Alors, vas-y, tu es prêt, vas-y. Avant de commencer là, vous m'entendez, hein? Oui. Avant de commencer là, moi j'aimerais dire quelque chose aux gens aujourd'hui. Tout à l'heure, chose à parler de Flogo. Oui, il y a des faits réels qui sont là. Mais on a nos compatriotes, nos frères de l'autre côté du RDR, RATP là. Franchement dit, ils ont un véritable problème. Ils ne se cultivent pas. Ils prennent sur ce que les mentors leur disent là-bas, au lieu d'aller faire des recherches pour comprendre ce qu'il a dit là. Ils ne le font pas. Vous voyez, pour quelqu'un qui gaspille, moi je vous demande pas de ne pas faire partie de votre parti, ne pas qu'on appelle ça midi de votre parti politique. Hein. Je vous demande pas de venir au PPACI. Et c'est l'appréciation de chacun. Mais ce que je veux comprendre, c'est que votre parti politique que vous suivez là, il y a des choses qu'ils font. Si vous-même vous ne vous levez pas pour aller faire des recherches pour comprendre réellement ce qu'ils ont dit là, vous voyez toujours rester des bénis, oui, des moutons épanouis. Ils vont vous trimballer tout partout, vont passer. Parce qu'ils vous racontent des conneries et vous aussi vous êtes dedans, vous acceptez. Un parti politique qui veut régner, qui veut protéger, gouverner, payer un jour là. Mais il doit quand même mener des combats nobles, justes, et non avoir le sang des Ivoiriens sur la main. Mon cher, on a beaucoup de choses à se dire. Bon, je peux je vais lire la lettre de Padjoufé. Non, laisse-le valider le truc, s'il te plaît. Il faut laisser valider le truc après. S'il y a des choses à suivre, vas-y, Adolphe. Bon, attends, il y a une partie que je vois. Je chante. Ok. C'est bon? Bon, ce que je vais lire écouter bien attentivement encore les ruminants. Alors, tu vois? Ils sont des barraques, voilà. Donc tu me dis qu'il doit illustrer, il demande l'illustration. Ok, je te dis en même temps. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je savais que tu me dis, je suis là. Allons-y. Ok. Côte d'Ivoire, retour sur la crise. Confession d'un ex-rebelle sur son implication dans la guerre. Je m'appelle Padjoufé Ibrahim. Je suis de l'ethnie Dioula et je suis un déserteur de l'armée ivoirienne. Si je donne mon vrai nom, c'est parce que je n'ai plus personne à protéger. Car mes parents, mon père, mes 2 soeurs et mon frère, étudiants en licence d'anglais à l'université de Guaké, ont été exécutés dans la nuit du 8 au 9 février dernier.
Je suis donc un rebelle fugitif qui a décidé de ne plus participer à la destruction de mon pays. J'ai été au cœur de la rébellion. J'ai participé à toutes les étapes de la préparation, de l'attaque jusqu'à l'exécution. Je sais que les choses que je vais vous dire paraîtront aux yeux de certaines personnes comme une plaisanterie de mauvais goût. Mais je jure sur les cadavres de mes parents que ce qui va suivre est la stricte vérité. Et même si cela arrive bien en retard, il n'empêche qu'il peut permettre de comprendre beaucoup de choses et de prévenir bien d'autres dangers qui guettent le contrôle gouvernemental pour réaliser à quel point les Ivoiriens, avec les autorités à leur tête, ignorent les véritables dangers qui planent sur le pays. Je voudrais préciser avant toute chose qu'aucun des pays qui entourent la Côte d'Ivoire n'aime la Côte d'Ivoire. Ils ont tous participé d'une façon ou d'une autre à la destruction du pays. J'y reviendrai. Cela dit, je voudrais demander pardon aux Ivoiriens et à toutes les victimes innocentes de cette guerre atroce que nous avons provoquée dans notre pays, notre propre pays. J'ai fait du mal, beaucoup de mal, en succombant à certains discours, en pensant, d'après ce qu'on nous avait dit, que le président Gbagbo était venu au pouvoir pour organiser le génocide des gens du Nord et qu'il fallait tout mettre en œuvre pour l'arrêter. Voilà pourquoi la plupart de ceux qui ont pris les armes sont des gens du Nord et qu'à la fin de cette guerre, on découvrira que 60% des jeunes du Nord sont morts dans les fancy, les massacres sur le fond de guerre. Quelqu'un a dit que le jour où ceux qui financent les guerres se retrouveront sur le front, il n'y aura plus de guerre dans le monde. Je me demande si ce monsieur se rendait compte de la véracité de ce qu'il disait. Je voudrais dire ici qu'aucun des chefs de la rébellion qui endeuille le pays n'a jamais mis les pieds sur un front de guerre, ni conduit une troupe au cours d'un combat. Le seul, faut apporter la vidéo des choses là, la vidéo de Katina là. Le seul qui a eu le courage de participer à un combat à la tête d'une unité de 227 personnes, tous des gamins de 12 à 15 ans, a été abattu par les Fancy le jeudi 17 octobre 2002 à Mbayako et son unité a été totalement anéantie. Il faut mettre la vidéo de Katina là. Merci pour les fleurs les gars, merci pour les fleurs. Vous mettez la vidéo de Katina, tapotez, partagez, c'est en partageant que le live va arriver un peu loin. Partagez le live. On partage. On like. Vous êtes là, comme ça. Merci de partager, merci d'apporter, d'envoyer des fleurs aussi. Ceux qui envoient les fleurs là, merci. Ça sécurise le live. Vous avez Katina les roues. Tapotez, partagez le live. Merde. Et tu continues en tant qu'il cherche quoi. Sinon, quand Non, il faut que je montre. Il faut que je montre. Hein? Il faut que je montre. Non, je dis, non, comme il y a le silence, il peut parler ou un truc. Il faut qu'il montre la vidéo, yo, bro. Il faut qu'il montre la vidéo parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont monter après ça, à la suite de ça. Tu vois, non? C'est pour illustrer au moins pour dire que tout ce qu'il a dit là, c'était vrai. Et Katina a confirmé même encore. C'est quoi tout ça? Appelez papa et Libéré. T'as voté partager, là. Une fois, il y a eu une attaque des rebelles, d'une colonne de rebelles qui venait de Boaké. Et nos forces les ont arrêtés au niveau de Mbayako. Écoutez ce qui s'est passé. Il y a eu un massacre, on a tué une bonne colonne d'armée. Une fois, il y a eu une attaque des rebelles, d'une colonne de rebelles qui venait de Boaké. Et nos forces les ont arrêtés au niveau de Mbayako. Écoutez très bien ce qui s'est passé. Il y a eu un massacre, on a tué une bonne colonne d'armée. En effet. Il a dit quoi, la ville là? Dans la ville là. Dans la ville qu'il a dit. La ville. Le jeudi 17 octobre 2002 à Mbayako. Mbayako. Ok. Voilà. On écoute ici. Une fois, il y a eu une attaque des rebelles, d'une colonne de rebelles qui venait de Boaké. Et nos forces les ont arrêtés au niveau de Mbayako. Donc c'est la même ville. Écoutez très bien ce qui s'est passé. On est d'accord que c'est la même ville, non? C'est la même ville. C'est la même ville. Okay. Effectivement. Il y a eu un massacre, on a tué une bonne colonne de la rébellion.
à l'effectif, il n'y avait que des jeunes élèves. Des enfants jeunes. Voilà. Il n'y avait que des jeunes, des enfants. Ici, ils ont dit des gamins de 12 à 15 ans. C'était des élèves. Donc, des enfants. Vous comprenez, non? On va continuer encore. On va continuer. Voilà. Un homme d'État, quand vous voyez ça, quand vous voyez que ce sont vos propres enfants, c'est-à-dire l'avenir de votre pays, que vous donc on avoir en chair de canon. Continue, mon frère. Ok, on continue, mon frère. Merci. Denza Karamoko. Après cette guerre, le monde entier constatera le désastre. Cela dit, je voudrais situer les choses que je vais dire à 11 niveaux. 1. La préparation de l'attaque. 2. Le recrutement. 3. Les raisons de l'attaque. 4. Les personnalités qu'il fallait tuer. 5. La mort de Bala Keïta. 6. Les commanditaires du coup. 7. Les complicités internes et externes. 8. L'élimination systématique des gendarmes. 9. Le but assigné au MPIGO et au MJP. 10. La mission de l'escadron de la mort et des médias étrangers. 11. Le rôle de la France et des multinationales françaises. Beaucoup de choses ont été dites sur l'attaque du 19 septembre 2002. Certaines de ces choses sont vraies et d'autres sont très loin de la vérité. Il a fallu que je sois au Burkina Faso du mardi 16 janvier 2001 au lundi 16 septembre 2002 pour comprendre à quel point la Côte d'Ivoire était haïe par les pays qui l'entouraient. J'y reviendrai dans le point 7. Qui l'entourent, pardon. 1. La préparation de l'attaque. À mon arrivée à Songandé, au Burkina Faso, le 16 janvier 2001, le noyau qui devrait diriger les opérations était déjà constitué. Il s'agissait de Thieu Fosé, Masseba Kone, Oumar Diarasouba, Irénée Kablan et Suleiman Diomandé. Il s'agit de la phase 1. La deuxième phase, c'est IB qui était chargé de cette tâche, aidé par 3 officiers burkinabés qui agissaient pour le compte de leur pays. Le recrutement a été fait dans 3 pays. 1. La vidéo de Libéria. Allons-y. Tu as muté. Le recrutement a été fait dans 3 pays. Hein? Ok. Oui, mais 3 pays. Le Libéria, allons-y. Il y a des beaux ordinateurs là-dedans. Voilà. Le Libéria, c'est ça, non? Le Libéria, allons-y, allons pour la vidéo. Ok. Partagez s'il vous plaît, partagez massivement. On doit monter qu'à 2000. Partagez. Regardez en bas, il y a Joan qui est en bas là. Il est aussi distrait au bout. Bonjour, bonjour. Voilà. La vidéo est là. Lui, c'est l'envoyé qui l'ont la Libéria pour la précieuse de camp. Vous êtes un combattant ici, vous êtes venu vous battre contre les Ivoiriens? Oui, pour le président Chantelor. Il m'a demandé de venir pour combattre aux côtés des rebelles ivoiriens. Il m'a donné de l'argent pour venir me battre. Combien? Elle a mis l'argent, ça a accepté, 150 $. On lui a demandé, est-ce que vous êtes un combattant libérien? Il dit, vous avez fait quoi? Il dit, on est venu pour le président Châtelor. On m'a demandé de venir combattre aux côtés des rebelles ivoiriens, libériens. Libérien, Libérien, c'est pas vous qui avez libéré là. Il dit, on m'a demandé de venir combattre aux côtés des rebelles ivoiriens. Il veut remettre les mains dans les côtés de nous. Voilà. On écoute. Combien? Elle a mis l'argent, ça a accepté. On m'a demandé de venir pour combattre aux côtés des rebelles ivoiriens. On a demandé de venir combattre aux côtés des rebelles ivoiriens. Ok, alors, on y va. Ça, c'est le Libéria. Alors La Sierra Leone. La Sierra Leone, ok. On va écouter pour la Sierra Leone ici. Vous voyez, Sierra Leone là, sans Boukari, c'est Sierra Leone, non? Sans Boukari, c'est quoi? C'est Sierra Leone. Ok. D'abord, on va écouter Solo, il va vous dire pourquoi il est devenu rebelle d'abord, puis maintenant, il va vous montrer sans Boukari là. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va écouter ici maintenant. Un jour, le département d'État américain m'a contacté pour dire qu'ils apprennent qu'il y avait un rebelle sierra-léonais du nom de Sam Boukari qui était dans l'ouest de la Côte d'Ivoire et qu'eux n'étaient pas d'accord parce qu'ils recherchaient ce monsieur. Et que si nous, on ne se dissociait pas de ça, les États-Unis allaient se mettre contre le MPCI. À l'époque, il faut qu'on rafraîchisse la mémoire aux gens. Et c'est vrai que les Libériens étaient rentrés dans l'Ouest
Et ils avaient pris une partie du territoire de Côte d'Ivoire. Ils faisaient la loi là-bas. J'ai décidé qu'il fallait que nous, on pousse hors de nos frontières les miliciens libériens qui étaient venus et qui avaient annexé jusqu'à Danané. Voilà comment j'ai appelé l'Océanie Fofana pour l'envoyer à l'ouest. Ensuite, j'ai demandé à Chérif d'aller à l'ouest pour combattre les Libériens pour qu'ils sortent de nos frontières. Il est parti, ils sont tous vivants. Vous pouvez leur poser la question. Tapoter, partager le live. Chérif est resté là-bas, il m'a appelé, il m'a dit Guillaume, c'est dur sur nous. Sam Boukari est en train de désarmer nos éléments et les tuer. Je n'ai pas de munitions, je n'ai pas de réserve. J'ai dit bon ok, j'arrive. J'ai pris des munitions et des réserves avec Veto qui était mon chef d'état-major particulier. On a fait la route au dîner tout bas pour arriver à Mans. Quand je suis arrivé à Mans, j'ai pris Koulibaly Ousmane Ben Laden qui est préfet aujourd'hui de San Pedro. On a fait la route, on partait pour soutenir Chérif Ousmane. Quand on arrive à Danané, on nous dit que Sam Boukari est là, il avait Félix Do. Et son vrai nom, Driss Sinclair. Quand je suis rentré, ça devait vers les 22h, 23h, dans le salon de Sam Boukari, je les ai trouvés, ils étaient en train de boire, je me suis assis. Et je voulais négocier avec Sam Boukari pour qu'il se retire. Donc on parlait en anglais. Et il y a quelqu'un qui m'a sauvé la vie ce jour-là. C'est un Guinéen qui me permet de dire son nom aujourd'hui. Il s'appelle Sekou Souapo. Il était dans le parti de l'actuel président de Guinée, Alpha Condé. Il était le président de la jeunesse. À un moment, Sekou s'est levé, j'ai vu, il était inquiet. Il m'a dit, viens, on allait se mettre de l'autre côté et on a fait semblant d'aller aux toilettes. Il m'a dit, Guillaume, immédiatement pars d'ici. Parce que les éléments de Sam Boukari sont en train d'encercler la maison. Ils disent que tu as des armes. Eux, ils vont vous liquider et puis prendre tout ça. J'ai dit quoi? Il dit ils vont vous liquider. C'est lui qui m'a sauvé. Il est vivant, il est en Guinée-Conakry. Les journalistes peuvent lui poser la question. Quand je suis venu m'asseoir. J'ai dit à Ousmane Ben Laden en Tchimbara, je lui ai dit, Ousmane, lève-toi, appelle Vejo, va lui dire de mettre immédiatement en place nos dispositifs, il faut qu'on sorte ici, parce qu'on veut nous tuer. Ousmane est là, posez-lui la question. Ousmane a fait un signe à Vejo, ils sont allés parler, et moi je faisais semblant, je continuais à poser à Sam Boukari. Quand Vejo est sorti, Ousmane est venu s'asseoir à côté de moi et dit oui, j'ai fait la commission. Il dit bon.